Madame, Monsieur, bonsoir. Législative française au menu de cet épisode de Questions d'actu. Une semaine après l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, le climat politique est toujours tendu en France. Les partis sont déjà en campagne. Les têtes d'affiche du Rassemblement national, du Nouveau Front populaire, les Républicains, mais également bien naturellement Renaissance, dévoilent leur programme. Alors pouvoir d'achat, immigration ou retraite, chacun y va de ses promesses. Pour sa part, le parti du président Macron appelle au vote de conscience face aux deux blocs de gauche et d'extrême droite. Même son de cloche chez les people en France, du footballeur Mbappé à la star de YouTube Squeezie en passant par Marion Cotillard. Il faudra aller voter pour faire barrage au RN et à la haine, pour reprendre les termes de Squeezie. Et pour cause, selon un sondage publié par Les Échos, le Rassemblement national arriverait en tête de ces élections législatives en France avec quelques 33% des intentions de vote. Jordan Bardella réclame une majorité absolue du Rassemblement national à l'Assemblée nationale pour, je cite, gouverner. Les élections législatives en France sont essentielles pour la démocratie et le fonctionnement des institutions. La composition de l'Assemblée nationale joue un rôle central dans la législation, bien sûr, la formation du gouvernement et le contrôle de l'exécutif, influençant ainsi directement la politique nationale et étrangère de l'Hexagone. J'accueille pour le débat de ce soir, d'abord depuis Paris, mon confrère éditorialiste et analyste politique, Mustapha Tossa. Bonsoir, Mustapha. Bonsoir, Khadija. Bienvenue avec nous depuis Paris. Bonsoir. Et se joint à nous depuis Lyon, le secrétaire général et chercheur associé au think tank Nejma Maroc, Yassine Yatioui. Bonsoir et bienvenue à vous également. Bonsoir, Eid Moubarak Saïd à vous et à l'ensemble de l'équipe de Medi 1 TV. Alina Oualik, merci beaucoup. Eid Moubarak à toutes et à tous. Alors, première question, avant d'aller vraiment dans l'analyse. En tant que binationaux, comment appréhendez-vous ce prochain rendez-vous électoral anticipé pour le coup, suite donc à la dissolution de l'Assemblée nationale par le chef de l'État français? Je commencerai par Mustapha Tossa. En tant que binational, il y a une vraie crainte, une vraie angoisse que le Rassemblement national, ex-Front national de Marine Le Pen et Jordan Bardella, puisse arriver au pouvoir parce que les idées et le programme qu'il porte, ou en tout cas qu'il a diffusé auprès de ses militants pendant la campagne électorale des législatives de 2022 et des européennes récentes, montrent que c'est un parti, et si demain il est au pouvoir, il va tout faire pour isoler, diviser, fermer le pays, créer de la tension sociale, donner un coup dur au principe de la cohabitation entre les multiples communautés et forces politiques du pays. Donc, il y a une crainte qu'une menace sur le vivre ensemble puisse peser en cas de victoire du Rassemblement national. Et cette crainte, elle est justifiée parce qu'on sait que ce parti a bâti sa fortune médiatique et politique sur les attaques incessantes contre l'immigration. Pour ce parti-là, si la France est en crise, ce n'est pas parce qu'il y a eu une mauvaise gouvernance de Macron et compagnie, c'est parce qu'il y a trop d'immigrés et c'est une immigration qui bouffe, entre guillemets, le budget de l'État. Donc c'est un parti qui a tout fait pour diaboliser l'immigré et l'étranger. Et c'est tout à fait normal qu'un Français d'origine immigrée et étranger puisse exprimer une crainte, une angoisse de voir cette équipe-là arriver au pouvoir. Jordan Bardella, justement, a tenté de rassurer les binationaux, notamment hier, en déclarant que ceux qui payaient, je cite, leurs impôts, qui étaient de bons Français, selon ses dires, eh bien, ils ne craignaient rien. J'aimerais bien avoir aussi votre retour par rapport, Yassine Yatioui, par rapport donc à ces prochaines élections et aussi à la montée de l'extrême droite en France. C'est une première.
C'est une première, et puis désormais, c'est une augmentation constante des intentions de vote du Rassemblement national, anciennement Front National. Déjà, les élections européennes du 9 juin dernier a montré également tout simplement une montée en puissance de cette intention de vote, et le Rassemblement national désormais est de plus en plus ancré au sein de la société française. Et Marine Le Pen, en fait, a fait un travail de fond ces dernières années pour, on va dire, présidentialiser son parti et également essayer de créer une volonté, un imaginaire collectif de partis de gouvernement, comme le sont le Parti socialiste ou encore les Et Républicains. qui n'a jamais encore gouverné, justement. Absolument. Absolument. Et donc, toute la communication politique de Marine Le Pen ces dernières années a été en fait de dédiaboliser le parti, d'écarter les figures, on va dire, un petit peu sectaires et qui amènent une mauvaise image de l'ancien Front National, désormais Rassemblement National. Je pense à bien évidemment son père, Jean-Marie Le Pen, mais également Bruno Gollnisch, qui était le numéro 2 du parti à l'époque, qui était professeur d'université, qui plus est à l'université Lyon 3. Donc en fait, les anciens dinosaures ont été retirés de la sphère politique du parti, et désormais il y a un rajeunissement total, et ce rajeunissement est représenté par Bardella, hein, 28 ans, qui amène donc une nouvelle figure de proue pour l'extrême droite française. Et si le parti est au pouvoir lors des prochaines élections législatives, il deviendrait même le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la Ve République. Il battrait le record récemment déjà battu par un certain Gabriel Attal. Donc bonjour la passation de pouvoir s'il y a ce cas de figure le 7 juillet prochain. Alors, le 7 juillet prochain, si c'est ce cas de figure, est-ce que vous pensez, Yacine Yatioui, que vraiment les binationaux seraient en mauvaise posture? En fait, est-ce que ça représente finalement une menace pour vous en tant que binationaux? Une menace, oui, parce que sur le plan sociétal, il va avoir cette affirmation tout simplement d'une société française complètement sclérosée et représentatif de ce qui se passe depuis désormais plusieurs années en France. C'est plusieurs France dans la France. Une société rurale, une société urbaine. Mais c'est ça, parce que justement, qui vote pour le Front National, pour le Rassemblement National, ex-Front National, qui vote pour ce parti? Est-ce que finalement, il ne représente pas la France? Parce que même pour les intentions de vote, le dernier sondage par l'Institut français, justement, des sondages donne le Front populaire en tête, en tout cas en intention de vote, mais chez les 18-24 ans. Ceci étant dit, ce n'est pas la majorité de la population française, et quand on y voit de plus près, eh bien, les intentions de vote, tout âge confondu, donnent le Rassemblement national en tête des intentions de vote. Donc finalement, qui vote pour ce parti de Marine Le Pen? Le parti de Marine Le Pen, désormais, c'est l'ensemble, on va dire, de la société française parsemée. On a vu lors des dernières élections européennes, le parti du Rassemblement national est arrivé premier chez les 18-24 ans, premier chez les 24-35 ans, premier également chez les seniors. Donc, on voit que c'est une représentativité très large et très élargie désormais du Rassemblement national. Et on va voir désormais si il y a cette confirmation d'intention de vote par rapport aux européennes qui se sont passées il y a quelques jours de cela. Normalement, il est, on va dire, traditionnel de voir une confirmation d'intention de vote. C'est sûr. Un Français ne va pas voter Rassemblement national il y a quelques jours pour changer de parti pour une élection qui plus est nationale, qui sera encore plus influente dans la vie de tous les jours des Français. Mais en tout cas, pour nous, moi natif de France, d'origine marocaine par mes parents, il y aura bien évidemment une grosse inquiétude à ce niveau-là. Et j'ai bien peur
j'ai bien peur d'un réveil aussi des quartiers populaires. Parce que si le 7 juillet au soir, Jordan Bardella devient Premier ministre, bah, j'ai peur d'avoir en France une émeute de banlieue comme il s'est déroulé en 2005, rappelez-vous. Et c'est ce qui peut se passer étant donné que désormais la société française est de plus en plus sclérosée et de plus en plus violente également, parce que les faits divers deviennent de plus en plus fréquents au sein de la vie quotidienne en France, que ça soit dans le réveil des quartiers populaires, mais également dans aussi ces crimes qui peuvent se dérouler, des crimes racistes, Oui, islamophobes, c'est surtout à la veille d'un grand événement planétaire, les JO. Bon, nous n'y sommes pas encore, parlons déjà de cette campagne. Mais avant de parler de la campagne, Mustapha Tossa, toujours sur ces profils des lecteurs qui votent au Rassemblement national, les médias, finalement, ont-ils réellement impacté ou influencé ces Français qui tendent de plus en plus vers l'extrême droite? Ces Français, sauf les Parisiens, parce que quand on voit même les élections, in fine, les élections européennes, c'est qu'à Paris où on n'a pas voté RN. Oui, c'est vrai qu'en plus des profils déjà cités par notre invité, il faut rajouter un fait majeur et notoire, c'est que le RN aujourd'hui bénéficie de ce qu'on appelle jadis la classe ouvrière. Oui. Les ouvriers qui jadis votaient pour les socialistes, pour la gauche, pour le Parti communiste, et bien ce vote s'est déplacé vers le Rassemblement national, vers d'abord le Front national, puis le Rassemblement national. Pourquoi? Comme un vote de contestation de la gouvernance d'Emmanuel Macron. Et c'est là où ce vote a pu s'exprimer pour montrer de la colère contre et le refus des politiques suivies, que ce soit par François Hollande ou par Emmanuel Macron. Mais moi, pour relativiser un petit peu les craintes et les angoisses, ce qui est en train de se passer là, la victoire du Rassemblement national n'est pas actée, malgré le fait que les instituts de sondage le donnent premier groupe, mais il n'est pas du tout acquis qu'il va avoir la majorité absolue. Et la majorité absolue, ça suppose 289 sièges au Parlement. C'est ce que réclame Jordan Bardella quand même, avec beaucoup avec beaucoup de confiance, il réclame la majorité absolue pour pouvoir, je cite, gouverner. Alors justement, aujourd'hui, le Rassemblement national dispose de 89 sièges élus lors des législatives de 2022. Oui. À supposer que ces 89 sièges vont être reconduits dans leur poste au Parlement, il faut au Rassemblement national gagner 200 sièges supplémentaires. Alors ça paraît extrêmement difficile. Et là, je vais vous dire pour deux raisons principales. La première, c'est que cette crainte et cette angoisse dont on parlait depuis le début de l'émission a provoqué un choc immense chez les Français et pourrait réveiller les abstentionnistes, parce qu'il est connu en France que les dernières élections, qu'ils soient législatives, européennes et même présidentielles, connaissent un temps d'abstention extrêmement important. Là, avec l'hypothèse que le Rassemblement national, que l'extrême droite puisse s'emparer du pouvoir, il y a un choc dans l'opinion qui peut pousser davantage les abstentionnistes à retrouver le chemin des urnes et à voter. Et la question de savoir qui bénéficiera de ce réveil des abstentionnistes. Exact. Peut-être la gauche, peut-être la majorité présidentielle. Deuxième élément qui peut aussi changer la donne, c'est que les banlieues, ce qu'on appelle les banlieues, ou les votes communautaires, les Français d'origine arabe et musulmane qui étaient dans le passé dans une attitude de rupture et de défiance à l'égard du système électoral français, ils n'ont jamais utilisé leur vote comme une arme pour exister. Peut-être avec ce qui se passe maintenant, et d'ailleurs, si vous avez fait attention à l'appel lancé par Kylian Mbappé et d'autres personnalités. Il y a beaucoup de personnalités, justement, Mbappé qui dit qu'il a encore envie de porter ce maillot, qu'il a peur, en fait, pour cette France qu'il représente sur
sur la pelouse. D'un autre côté, on voit qu'il y a des youtubeurs qui sont suivis par des millions de personnes qui appellent au vote, principalement. Certains se prononcent déjà. Il y a le fils d'un ancien footballeur aussi qui a carrément appelé à faire barrage au Rassemblement national. Marion Cotillard, qui est une grande actrice française. Bref, il y a beaucoup de personnalités qui se sont... Et on remarque que le timing de leurs actions et de leurs appels est juste après la publication de ces intentions de vote, de ces sondages qui donnent largement, enfin 40%, c'est quand même beaucoup, d'intentions de vote pour le RN. Est-ce que vous pensez sincèrement, Mustapha Tossa, que cela va vraiment changer quelque chose pour le taux d'abstention ou de vote ou d'abstention lors des prochaines législatives? Moi, personnellement, je le crois pour la simple raison qu'il y a une conviction profondément installée aujourd'hui dans l'opinion française que jamais le Rassemblement national, l'extrême droite, n'a été si proche du pouvoir. Et donc, si ces banlieues, ces jeunes ne se mobilisent pas maintenant, quand est-ce qu'ils vont se mobiliser? Donc moi, je crois que grâce au réveil des abstentionnistes, grâce à la mobilisation de ce vote entre guillemets communautaire, l'équation peut être changée et ça peut participer à empêcher le Rassemblement national de réaliser le raz-de-marée dont il rêve jusqu'à avoir une majorité absolue, avoir 289 députés pour avoir une majorité absolue. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard, c'est parce que l'extrême droite, la direction, le leadership de l'extrême droite a senti ce mouvement que ce matin, Jordan Bardella, dans une interview à la radio et à la télé, il a dit que s'il n'a pas la majorité absolue au Parlement, il refuserait le poste de Premier ministre que Emmanuel Macron serait obligé de lui proposer. Donc il y a là une stratégie pour pousser davantage à la mobilisation du Rassemblement national, mais on sait qu'il y a quelques données qui peuvent non pas faire mentir le sondage, mais amoindrir le triomphe annoncé du Rassemblement national. Et pourquoi pas peut-être contrecarrer ces sondages? Par exemple, en 1995, le duel Jospin-Chirac l'avait fait finalement. Et à l'époque, feu Jacques Chirac avait d'ailleurs déclaré, je cite, c'est extraordinaire que les sondeurs se soient plantés comme il n'est pas permis. On a un problème pour mesurer l'état politique réel du pays. C'était en 1995. Oui, est-ce que les instituts de sondage peuvent aujourd'hui se planter et donner raison aux autres électeurs? Et sinon, finalement, pour qui voteraient les Français? Mustapha Tossa, est-ce que le Front populaire est aussi fort qu'il le paraît? Est-ce qu'il n'y a pas une fragilité qui subsiste dans cette gauche qui s'affiche unie et vraiment comme un pour contrer la montée de l'extrême droite? Alors justement, le Front populaire, qui était une entreprise difficile à imaginer à cause de la guerre des égos, à cause de la variété et la diversité des idéologies, à cause d'un certain nombre de choses, ils sont parvenus à se mettre d'accord. À part quelques incidents de parcours, comme ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon quand il a empêché certains de ses députés sortants de se représenter, notamment Corbière et Garrido, à part ces incidents de parcours, le Front de gauche paraît le réceptacle idéal pour ce retour des Français pour voter. Par exemple, là, il faut décrire un petit peu la scène politique française. Elle se compose maintenant de 3 blocs. Le bloc Rassemblement national et droite Éric Ciotti, le bloc Front de gauche avec tout ce que ça compose comme parti de gauche écologique et communiste, et le bloc majorité présidentielle avec Édouard Philippe, avec le MoDem et avec une partie des Républicains. Et vous avez posé, Khadija, la question qui va bénéficier d'un éventuel retour des abstentionnistes aux urnes. Oui. Ça serait le Front de gauche qui serait le réceptacle idéal. Parce que ces gens-là ne veulent pas voter extrême droite parce qu'ils veulent faire barrage à l'extrême droite, mais ils ne veulent pas non plus récompenser la majorité présidentielle parce qu'elle a échoué dans la gouvernance de Macron. Mais si ces gens-là sont des ouvriers, comme vous dites, est-ce qu'il n'y aurait pas de vote sanction contre la gauche? Parce que la gauche, finalement, n'a pas
eu raison ou en tout cas n'a pas donné suite à leurs doléances, et ils se sont retrouvés dans des situations, par exemple, si on prend les ouvriers chez les grands sidérurgistes, vous vous souvenez de cette crise qui avait frappé et qui avait d'ailleurs coûté des centaines de milliers d'emplois au secteur, un secteur quand même vital pour l'industrie française. Finalement, qu'est-ce qui va les pousser à revoter pour cette même gauche qui les a peut-être un peu laissés tomber? Pourquoi peut-être même un retour de ces abstentionnistes pour voter à droite ou extrême droite? Deux raisons, Khadija. La première, c'est empêcher le Rassemblement national d'arriver au pouvoir. C'est déjà une raison suffisante. La deuxième raison, c'est qu'il faut aussi lire le programme de ce Front populaire, de ce front de gauche. Il y a tellement de mesures séduisantes sur le plan social, économique, qu'ils ne peuvent pas laisser indifférents les classes ouvrières ou les classes moyennes. Très bien. Il y a là une volonté. Mustapha Tossa, on va revenir justement, puisque vous l'évoquez, parlons de ce programme du Front populaire. Alors, il a été dévoilé, ce programme, le 14 juin, sous la bannière donc du nouveau Front populaire, qui prévoit une rupture, qui prévoit aussi l'abrogation de la réforme des retraites, celle aussi de l'assurance chômage, la loi immigration, l'indexation des salaires sur l'inflation, l'augmentation du SMIC à 1 600 € net, la réduction des factures d'énergie. Où vont-ils trouver l'argent? Je vous pose la question à vous deux. Peut-être Yassine Yatiwi, cela vous fait sourire, je vous fais réagir. Où vont-ils trouver l'argent que Macron et son gouvernement n'ont pas réussi à trouver et qui a poussé justement le gouvernement à faire passer notamment cette fameuse loi sur les retraites avec le 49.3 et s'endetter davantage? Comment feront-ils? Le grand problème du nouveau Front populaire et de cette génération politique de gauche, c'est beaucoup d'idées, mais très peu de pratiques et très peu de concret également. Parce que augmenter le SMIC à 1 600 € quand la France subit depuis maintenant plusieurs années une inflation sans précédent et un chômage également chez les jeunes, chez les 25-40 ans, qui est très important, très impactant et qui n'arrive pas à se résolver par rapport au patronat qui est très enclin à recruter cette jeunesse, certes des fois diplômée, mais non expérimentée. C'est le problème en fait c'est l'ensemble de ce concordat de partis de gauche. Beaucoup d'idées, très peu de pratiques, très peu de mesures concrètes et très peu également de spécialistes de l'économie au sein de ce nouveau Front populaire. Parce que quand on voit ceux qui passent très souvent à la télé et qui sont médiatiquement mis en avant pour représenter donc ce nouveau Front populaire, Mathilde Panot, Ruffin, ne parlent pas de manière concrète sur les questions économiques. Ils aiment parler de société, ils aiment parler de réforme sociale, mais pour ensuite rentrer dans le fond du mécanisme de financement de leurs lois, eh ben souvent on se retrouve avec beaucoup de difficultés pour ces personnalités politiques. Et le seul qui, on va dire, a des idées très arrêtées sur le plan du financement, c'est Jean-Luc Mélenchon, mais Jean-Luc Mélenchon est très clivant. Il y a beaucoup... Après, c'est la marque de fabrique de Jean-Luc Mélenchon. Hein. C'est justement Absolument. De prendre cette position de clivage et vraiment d'y aller, un peu comme Marine Le Pen d'ailleurs. Totalement. Mais le souci de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il est très clivant déjà au sein de son parti et au sein de cette association de l'ensemble des partis de gauche. Parce que beaucoup déjà demandent que si le nouveau Front populaire gagne les élections législatives, il ne faut absolument pas que Jean-Luc Mélenchon soit le Premier ministre. Là, par exemple, il y a quelques heures, au niveau du Parti socialiste, Olivier Faure a demandé que si le nouveau Front populaire gagne ces élections législatives, il demanderait un vote avec une
une candidature, on va dire, interne de plusieurs personnalités politiques de gauche afin tout simplement d'amener après vers une figure providentielle qui sera le chef de gouvernement. Et pour l'instant, Jean-Luc Mélenchon est très loin de convaincre ses camarades, comme il aime bien le dire, pour arriver à la tête du gouvernement et donc à Matignon. Alors, Mustapha Tossa, il y a bien sûr, il y a ce programme du nouveau Front populaire qui promet aussi, de taxer les riches. Justement, c'est ce que j'allais dire. En fait, je vous voyais venir, Mustapha. Bon, taxer les riches. La question du financement se pose aussi bien pour le Rassemblement national que pour le Front de gauche, parce que le Rassemblement national a aussi des mesures où on va raser gratis. Il a fait des promesses immenses et tout le monde se pose la question comment il va le financer. Alors Jordan Bardella et Marine Le Pen n'arrêtent pas de dire que leur arme secrète, c'est de faire baisser la TVA, mais comment trouver le budget nécessaire pour financer tout ça? Il n'y a pas beaucoup de réponses, non seulement aussi du côté du Rassemblement national. Pour ce qui est du Front de gauche, et ça, moi je trouve que c'est une logique, une posture assez logique. Ils disent il y a des niches fiscales, il y a des riches qui ne payent pas suffisamment d'impôts, il y a des démarches à faire pour prendre l'argent là où il est, là où il dort de manière inutile, pour l'investir là où il va être utile. Et ce discours-là, même s'il choque quelques consciences libérales, il a de fortes chances qu'il puisse séduire aussi. À partir du moment où on a un gap comment dire ça, d'impôts entre des riches, immensément riches, qui payent peu d'impôts, et monsieur tout le monde qui paye je ne sais pas combien de pourcentage sur ses revenus, là, ce discours-là peut séduire et peut être efficace. Est-ce qu'il est crédible? Est-ce qu'il est réaliste, compte tenu aussi, peut-être, si on parle de taxer les milliardaires, que des entreprises aillent ailleurs, tout simplement? Voilà, justement. Est-ce qu'il est faisable? Est-ce qu'il est réalisable? Est-ce qu'il ne risque pas de faire fuir les fortunes, les capitaux, investisseurs? Parce que les milliardaires, c'est qui? C'est des investisseurs, in fine. Ouais. Oui, c'est exactement ça. Mais la stratégie du Front de gauche, c'est de dire nous voulons sauver cette société et nous voulons la protéger de l'extrémisme. Donc à ce moment-là, il faut, d'une manière ou d'une autre, faire des sacrifices. Et si le sacrifice, parce qu'il y a aussi, il n'y a pas que des fortunes de droite, il y a aussi des fortunes de gauche, même si ça peut faire sourire, qui peuvent avoir une démarche militante. D'ailleurs, on les a connus du temps de François Mitterrand, où il y avait des gens qui étaient de gauche et qui avaient amassé une immense fortune et qui étaient prêts à inscrire leur démarche dans ce projet-là de gauche. Moi, je crois que la seule solution préconisée par le Front de gauche actuellement, c'est de prendre l'argent là où il est, pour le mettre là où il est, dont on a besoin. Et donc, ça peut être une stratégie qui peut être payante. Surtout que maintenant, on parle davantage de protéger la France de l'extrême droite. Donc, alors, justement, et du côté du Rassemblement national, on appelle à protéger la France de ceux qui profitent du système. Et donc, si le Front de gauche appelle à taxer les milliardaires, le Front d'extrême droite, enfin, c'est pas vraiment un front parce qu'il n'y a pas eu Reconquête qui a finalement, ou encore moins les Républicains qui feront, en tout cas, front commun avec le RN, mais en tout cas qui appellent, eux, à renvoyer chez eux ceux qui profitent du système et qui font perdre des milliards d'euros à la France. Ici, juste un petit élément de réflexion. Oui. Quand la majorité présidentielle, ou même le Rassemblement national, attaque le Front de gauche, c'est moins sur sa capacité à gérer économiquement les affaires du pays que le fait qu'il traîne une réputation d'antisémite. C'est beaucoup
cet angle-là qui est mis en valeur que cette incapacité à gérer économiquement et de manière efficace les affaires de la France. Donc là, c'est beaucoup plus on se pose la question comment ça se fait qu'un homme comme François Hollande peut faire alliance avec Jean-Luc Mélenchon et Philippe Poutou et l'extrême gauche. Donc c'est beaucoup plus les impacts et les accusations d'avoir pactisé entre guillemets avec le diable et d'avoir formulé des positions, des idées ou des allusions antisémites que parce qu'ils sont incapables de gérer les pays sur le plan économique. Donc là, on est vraiment dans la différence d'appréciation. Par contre, le Rassemblement national est attaqué sur le vivre ensemble, sur l'insécurité qu'il peut provoquer et sur son incapacité chronique à apporter des solutions économiques viables pour les problèmes des Français. Donc il y a tout ça qu'il faut distinguer de part et d'autre. Peut-être un complément d'information sur ces campagnes de partis politiques, puisque bon, il y a d'autres partis politiques aussi qui mènent campagne. À Signati-Oui, on a Renaissance, on a les Républicains, Reconquête qui annonce un chiffre assez intéressant de nombre de candidats qui vont justement porter les couleurs du parti d'Éric Zemmour. Finalement, est-ce qu'on les entend, ces autres partis, dont le parti du président Macron, hein, quand même? Oui. Bon, on les entend, étant donné que le pluralisme politique est une tradition de cette Ve République. Mais les Français, malheureusement, ne veulent pas les entendre, étant donné que ces élections législatives vont plus être des élections de défiance envers le président Emmanuel Macron que de réelles élections législatives qui vont se baser sur un programme, avec une lecture de l'ensemble des programmes partisans, etc., etc. Ça ne va pas être ce cas-là, ce cas de figure. Étant donné cette dissolution, étant donné également la rapidité de l'organisation de ces élections, hein. D'habitude, les élections législatives en France ont un peu plus d'un mois et demi pour faire campagne, essayer de convaincre. La tradition également d'aller sur le terrain, dans les marchés, dans les écoles, sur l'ensemble du territoire pour faire valoir le programme. Mais Renaissance, en tout cas, est en très grosse difficulté parce que le calcul de Macron est un calcul très risqué suite à cette dissolution. Et pour l'instant, les intentions de vote fait que Renaissance ne va même pas atteindre 100 députés, ce qui va être un fiasco politique sans précédent. Vous avez également évoqué les Républicains. Les Républicains, pour l'instant, sont plus dans une bataille interne que dans un réel programme politique afin de pouvoir gagner, étant donné le président du parti, Éric Ciotti, qui, pour la première fois de l'histoire des Républicains, qui est bien évidemment l'héritier de l'UMP, hein, Oui. qui est vraiment cette droite gaulliste, et ben pour la première fois, Éric Ciotti a accepté de pacter avec le Rassemblement national sur certaines circonscriptions, ce qui crée un conflit partisan à l'intérieur de ce parti qui est complètement violent, hein. On parle d'une exclusion d'Éric Ciotti, mais pour l'instant, la justice française refuse cette éviction. On a également les dramas et les cauchemars et les cicatrices des dernières élections présidentielles. La dernière élection présidentielle de Valérie Pécresse a fait que le parti n'a même pas dépassé la barre symbolique des 5%. 5%, oui. Donc les Républicains... Mais est-ce que donc les Républicains ne sont plus finalement dans la course? Ah ben totalement. La volonté désormais des Républicains va être de garder, on va dire, un noyau autour on va dire, quelques 50, 60, 70 députés, si vraiment ils arrivent à faire cela, afin ensuite de pacter pour les anti-Ciotti
avec Renaissance pour pouvoir peut-être, s'il y a une majorité relative, de créer une alternative pour Emmanuel Macron afin de créer un gouvernement d'union nationale entre Renaissance, les Républicains anti-Ciotti, et puis également le Parti socialiste et Place publique de Raphaël Glucksmann. C'est le cas de figure qui peut se présenter aussi si il y a assez de députés. Donc on pourrait avoir un gouvernement avec des ministres socialistes, des ministres de Renaissance, des ministres de Modem, le parti de François Bayrou, des ministres également d'Horizon, le parti d'Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, et donc également des ministres républicains anti-Ciotti. C'est ce qui peut se passer et ça créerait vraiment un démolissement complet de l'échiquier politique français. Et cela va énormément impacter la vie politique française sur les prochaines années, parce qu'il ne faut pas oublier que 2025 va être la seule année, entre guillemets, blanche, hormis dissolution peut-être encore d'Emmanuel Macron l'année prochaine, si il y a une incompatibilité cette année, puisque le président de la République a le droit qu'à tous les ans, une fois par an, de dissolution de l'Assemblée. Mais il y a les municipales de 2026, et puis surtout, il y a les présidentielles de 2027. Alors, à quoi ressemblerait l'équilibre des pouvoirs en cas de cohabitation ? Vous avez dit cela. Est-ce qu'on peut se retrouver avec vraiment un gouvernement de quasi toutes les couleurs politiques, in fine, s'il n'y a pas de majorité absolue ? L'échiquier politique français avec ce parti de gouvernement peut être représenté avec ce que Emmanuel Macron considère comme parti de gouvernement. Donc le Parti socialiste, Place publique, les Républicains anti-Ciotti et puis les centristes. Modem et également Horizon. Ça peut être ce panorama politique qui peut être représenté dans un gouvernement d'union nationale si bien évidemment il y a assez de députés. S'il y a assez de députés, est-ce qu'il y a assez de députés par exemple pour la France insoumise ? Pour la France insoumise. Oui, Mustapha, allez-y. Je peux rajouter quelques éléments à ce que vient de dire M. Yassine Yetiwi. C'est qu'en réponse à la question est-ce que Renaissance ou la majorité présidentielle sont audibles et seront efficaces. Moi, je crois, et je suis un petit peu leur campagne, et je suis leur intervention médiatique, ils sont complètement inaudibles. Même quand le Premier ministre, chef de la majorité, donne une interview, il n'a plus assez de jus, assez de dynamique, assez de propositions pour convaincre les électeurs de voter pour lui. Parce qu'il y a une question à laquelle il est confronté. Si vous êtes capable de nous faire de telles promesses maintenant, vous étiez au pouvoir il y a à peine quelques jours, il y a à peine quelques semaines, et vous ne l'avez pas fait. Mais Gabriel Attal, est-ce qu'on ne le sent pas finalement même lui n'est pas convaincu par cette dissolution, il arrive très mal à le cacher, il faut le dire. Et donc, comment peut-il défendre un programme et même être audible si lui-même, on le sent de la part de plusieurs membres de ce gouvernement sortant, le gouvernement Attal qui a duré que quelques mois, il faut le rappeler, alors qu'eux-mêmes, on le sent qu'ils ne sont pas complètement d'accord avec cette décision du chef de l'État de dissoudre l'Assemblée nationale. Non seulement ils ne sont pas d'accord, mais ils sont opposés à cette décision. Et d'ailleurs, ce n'est pas que le Premier ministre Gabriel Attal, c'est aussi les grosses pointures du gouvernement, les grosses pointures de la majorité présidentielle. Tout le monde a été pris de court et tout le monde a pensé que ce n'était pas le moment le bon moment de la dissolution et que cette dissolution va avoir un effet boomerang sur la majorité présidentielle, ce qui fait que le schéma que notre invité avait, le schéma idéal que notre invité avait décrit, à savoir majorité présidentielle, socialiste, une partie de LR qui ne sont pas Ciotti, qui peuvent s'allier et former un gouvernement, ça c'est un beau dessin uniquement sur le papier. Dans la réalité, il y a des gens qui en veulent à Macron et qui en veulent à la majorité présidentielle et qui veulent absolument leur régler leur compte. Oui, mais le vote des Européennes en est un exemple frappant, parlant. Si on voit le résultat des Européennes, et
je pense que quand même ce vote sanction résonne dans les résultats de ces européennes, de ces élections européennes qui ont donné, rappelons-le, un raz-de-marée bleu du parti de Marine Le Pen. C'est un vote sanction en soi. C'est là où on comprend mal le pari de Macron. Pour certains analystes, il l'a fait parce qu'il n'y croyait pas vraiment à cette union de la gauche, de toute la gauche. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que non seulement il a un front populaire qui s'est formé et une droite qui se déchire. Oui, alors vote sanction aux européennes et vote encore plus sanction aux législatives, parce que là, on est en train de parler de questions domestiques, internes, de gouvernance interne. Moi, je crois que cette majorité présidentielle de Emmanuel Macron aurait pu jouer un rôle s'il y avait un vote de refus massif de l'extrême droite et de l'extrême gauche, et qu'il y ait des gens qui chercheraient à se réfugier quelque part, et la majorité présidentielle leur offrirait ce réceptacle ou ce refuge. On n'est pas dans ce cas de figure, et on a une société extrêmement fracassée, extrêmement clivée. Une grande partie des électeurs vont aller vers le Rassemblement national parce qu'ils ont des comptes à rendre, des comptes à régler avec Emmanuel Macron. Une grande partie va aller vers la gauche parce que pour eux, ils incarnent l'espoir de changement. Et la majorité présidentielle, Renaissance et les petits partis qui sont avec vont subir la sanction de plein fouet. D'autant plus que ce qui affaiblit encore plus la majorité présidentielle et la droite en général, c'est la fracture interne au sein des Républicains. Éric Ciotti ait pris la décision de manière presque clandestine de s'allier au Rassemblement national et ayant provoqué ce schisme à l'intérieur des Républicains, n'est pas une bonne nouvelle pour Emmanuel Macron, parce qu'Emmanuel Macron, le jour où il voudra récupérer les Républicains, il ne pourra récupérer qu'une partie, peut-être pas la plus influente et la mieux élue qui soit. Donc là, on est vraiment en face de trois forces qui vont se livrer à une concurrence. Et Khadija, il y a aussi un scénario qui est tout à fait discuté dans les cénacles et dans les médias. Si jamais aucun parti n'arrive à avoir la majorité absolue. Blocage. Ni Rassemblement national, ni Front de gauche, ni majorité présidentielle. Et là, tout le monde parle que la France va être ingouvernable et on va vivre une forme de crise de régime qui va impacter directement le président Emmanuel Macron, qui va peut-être l'obliger à prendre la décision qu'il a niée tout le temps. Il a dit qu'il ne démissionnerait jamais parce qu'il va aller jusqu'au bout de son mandat comme la Constitution le lui permet. Là maintenant, avec une forme de crise de régime et d'ingouvernabilité de la France, il sera peut-être obligé de prendre sa décision et de rebattre les cartes avec des élections présidentielles anticipées. Et se présenter. Et se présenter, bien sûr. Parce qu'il a le droit. Si la Constitution ne le lui donne pas pour un troisième mandat, si on arrive au scénario d'un blocage, en effet, qui ne permet pas de former une coalition pour former un gouvernement en France, eh bien, cela peut-être donnerait au lendemain du 7 juillet une démission du chef de l'État et donc des nouvelles élections anticipées, cette fois présidentielles. Et du coup, Emmanuel Macron pourrait se présenter pour briguer un troisième mandat, mais ce n'en est pas vraiment un. Alors, sur ce point particulier, parce qu'il faut qu'on consulte les constitutionnalistes, je ne sais pas s'il a le droit de représenter, mais en tout cas, même dans le cas où il aurait le droit de se représenter, il n'est pas sûr qu'il va réaliser un bon résultat, parce que tout ce magma, toute cette effervescence de la vie politique, c'est en grande partie contre lui, contre sa personne, contre son style, contre sa gouvernance. Et je vois mal un président aussi rejeté qu'Emmanuel Macron espérer emporter la victoire présidentielle, même contre Marine Le Pen. Parce que du coup, voilà, c'est ça. Donc, on va se retrouver dans le même scénario où il était face à Marine Le Pen et que les gens, finalement, ont voté pour Macron. Rappelons-nous, c'était en 2022, il n'y a pas très longtemps, et qu'ils ont voté pour Macron parce qu'ils ne voulaient pas Marine Le Pen au pouvoir. Et toute la question est de savoir, Khadija, est-ce que le barrage républicain qui a fonctionné 2 fois pourra fonctionner une troisième fois, ouais.
Et ça, c'est beaucoup d'études, d'opinions, beaucoup d'analystes disent que dans le contexte actuel, un combat Marine Le Pen, Emmanuel Macron partirait perdant. Est-ce que, parlons de la Ve République, pour certains c'est une promesse de campagne, qui vont passer à une Sixième République. Que signifie cela concrètement, Yacine Liati-Oui, et finalement, est-ce que la Ve République n'est-elle pas en train de devenir de plus en plus obsolète et qu'il est temps de passer à cette Sixième République? Si oui, comment cela se passe-t-il concrètement? C'est un des arguments de campagne de Jean-Luc Mélenchon lors des dernières élections présidentielles, cette Sixième République, moins présidentielle, un petit peu plus parlementariste. C'est vraiment cette volonté de l'ensemble de la France insoumise et puis de certains autres aussi partis de gauche. Cependant, la Ve République est un régime politique avec quand même un certain équilibre qui permet d'avoir un exécutif fort tout en ayant quand même un Parlement aussi influent. Et le problème, c'est que s'il y a une réforme politique pour arriver au désir de Jean-Luc Mélenchon, on arrivera en fait au système politique italien actuel. Et le système politique italien actuel, c'est un régime parlementaire fort où les partis de gouvernement et l'ensemble également des gouvernements ont une espérance de vie de quelques mois, voire maximum d'une année. Il ne faut pas arriver aussi dans cette situation-là, étant donné que les Français se désintéressent de plus en plus à la vie politique. Les élections législatives amènent à une participation à hauteur de 60-62%. Pour l'instant, on peut encore mieux faire. Et s'il y a une réforme politique, cela amènerait donc à un référendum. Est-ce que les Français sont intéressés par un référendum politique quand il y a une crise d'inflation sans précédent, quand il y a un chômage chez les jeunes, quand il y a une crise aussi communautaire, quand il y a le problème aussi des agriculteurs? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc l'argument de cette Sixième République ne sera pas la thématique principale de ces élections législatives, hormis si nous arrivons le 7 juillet au soir, comme l'a très bien dit M. Tossa, à une situation ingouvernable avec 3 blocs qui ont un certain nombre de députés, mais personne n'a de majorité absolue. Et si le Rassemblement national n'a pas de majorité absolue, personne voudra bien évidemment, hormis la partie ciotiste du LR, former un gouvernement auprès d'eux. Donc on arrivera vraiment à une situation où le pays sera bloqué. Et comme vous l'avez également très bien dit, Madame Yassine, quelques semaines, des Jeux Olympiques où la France sera la vitrine du monde entier. La France peut-être va rencontrer et va être face à une humiliation politique, une humiliation sociétale face au monde. Et la France inscrira comme ça sorte de déclassement au niveau politique, au niveau des relations internationales, au niveau également de sa place dans les organisations internationales, si le pays est ingouvernable. Et puis surtout, il y aura aussi une certaine crise de confiance envers les empruntors. Et de sécurité. Est-ce que justement, parce que tout à l'heure, vous aviez parlé du lendemain de ces élections, parlons-en, il nous reste quelques minutes avant la fin de l'émission, parlons-en. Alors, il reste 12 jours pour le premier tour. Déjà, Mustapha Tossa, peut-être un rappel de comment cela se passe. Donc, on a le premier tour. Deuxième tour, ce sera pour le 7 juillet. Le deuxième tour, est-ce que vous le voyez plus comme un duel ou peut-être un triangle finalement, une confrontation triangulaire entre le RN, ce Front populaire et qui ? Alors justement, donc le premier tour, c'est un tour de participation de plusieurs personnalités et on a, en fonction des résultats, soit des duos, il y a que
députés, entre guillemets, de candidats à la députation qui se qualifient, soit on a des triangulaires. Et à ce moment-là, toute la question est de savoir, d'ailleurs c'est la question à la mode en ce moment, si demain il y a un candidat Front Populaire et un candidat Rassemblement National, lequel allez-vous choisir? Et donc c'est la question qui est posée régulièrement. Donc il y a une grande majorité de Français qui ne savent pas jusqu'à présent lequel ils vont choisir. Mais Khadija, il y a aussi un autre élément, mais peut-être on reviendra un autre jour sur ça, mais qui est très important, et d'ailleurs M. Yassine a déjà commencé à faire allusion, c'est la place internationale de la France, c'est sa politique étrangère, sa diplomatie. Qu'est-ce qui pourrait changer si demain le Rassemblement national détient le pouvoir à Matignon et désigne un ministre des Affaires étrangères? Quels sont les changements auxquels il va procéder à l'égard d'un certain nombre de crises, la guerre Ukraine-Russie, la relation avec le Maghreb, la relation avec le Sahel, la relation avec Israël-Palestine. Ça, c'est très intéressant. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore véritablement de réponse concrète pour savoir comment telle D'ailleurs, ça ne fait pas partie, Mustapha Tossa, par la gauche qui soutient bien sûr Gaza, encore cette toute dernière sortie de Rima Hassan, donc tête d'affiche pour les européennes, pour cette gauche, en tout cas pas le Front Populaire, mais en tout cas pour LFI. Effectivement, on n'a pas, d'où justement le fait que je ne l'ai pas évoqué, on n'a pas vraiment de promesses de campagne qui vont dans ce sens. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a l'impression que tous les candidats, les têtes d'affiche des partis politiques parlent aux Français pour ce qui touche finalement directement cette population française. Et ce qui me pousse aussi à cette question, et vraiment, il nous reste 1 minute, messieurs, la polarisation, le danger de la polarisation aujourd'hui de la société française entre les deux extrêmes. Mustapha Tossa. Oui, alors cette polarisation, elle est dangereuse parce qu'elle peut paralyser le pays, empêcher toute majorité, provoquer une crise de régime et puis provoquer des clivages extrêmement importants. Monsieur Yatiwi, tout à l'heure, a fait allusion à la possibilité qu'il y ait de la violence dans la rue, de la violence de part et d'autre, que ce soit la gauche qui gagne. On a les groupes d'extrême droite qui peuvent descendre dans la rue pour montrer leur amertume et leur déception, et que ce soit le Rassemblement national qui gagne, et on aura quelques éléments qui voudraient aussi montrer leur déception. Donc là, c'est maintenant qu'on se rend compte à quel point Emmanuel Macron avait tort de plonger le pays dans cette séquence extrêmement sensible et effervescente sans avoir la garantie qu'il peut atteindre un résultat quelconque pour diriger la France. Donc vraiment, on est dans un saut dans l'inconnu qu'on est en train de vivre, et personne ne peut dire dans les 2 semaines comment sera la physionomie politique de la France. Nous allons certainement y revenir au lendemain de ce premier tour des élections législatives prévues donc à la fin de ce mois de juin pour le premier tour et puis le 7 juillet pour le deuxième tour. Nous allons certainement suivre ce dossier parce que nous sommes aussi concernés, les binationaux, mais toute politique aussi qui concerne la diplomatie et donc nous sommes aussi tout aussi concernés par ces législatives françaises. Merci beaucoup Yassine Yatiwi, secrétaire général et chercheur associé à Neige Maroc. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Et merci à vous aussi Mustapha Tossa, toujours un plaisir. Merci. Voilà, c'est la fin de cet épisode Question d'Actu. Très bonne soirée.